Lundi 8 septembre, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait sur le circuit de Monza en Italie, et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'accueillir notre collaborateur du lundi. Il est de retour. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit. Gilles Villeneuve, Kevin Fontaine, re-bienvenue au F1 Podcast après cette semaine de vacances pour célébrer ton anniversaire. Merci beaucoup Martin, très, très gentil, très apprécié. Et toujours un plaisir d'être avec toi pour parler Formule 1 de ce débriefing du Grand Prix d'Italie. Ben oui, un week-end de vitesse pour ma part. Toute la fin de semaine, ben, j'avais Monza sur mon téléviseur. Puis après Mhm. ça, ben, à l'extérieur, j'avais juste à sortir là, puis aller sur le balcon. Puis j'avais Volaria, le festival aéronautique à Mirabel. Là. Oui, ben oui. Moi, je demeure à Blainville, donc bien sûr, je voyais pas nécessairement tout ce qui se passait là-bas, mais je voyais les CF-18 qui passaient juste au-dessus de la maison. C'était complètement malade. Moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, là, autant pour la course automobile, la F1, mais ces avions-là, c'est tellement impressionnant à voir l'énergie que ça dégage quand ça passe. Mais écoute, quand ça passe dans un voisinage comme Blainville, là, au-dessus de la cour, là, au-dessus du balcon, puis que t'as deux CF-18 qui s'en vont vers Mirabel à toute allure là, pour aller justement en mettre plein la vue aux gens qui étaient sur place. Puis après ça, ben, j'en ai un autre qui est passé. On a vu les Thunderbirds américains aussi qui ont monté dans les airs, qui faisaient des cascades puis toutes ces choses-là. Puis après Ouais. ça, j'en ai un autre aussi. J'ai pas été capable de l'identifier. Plus tôt dans la journée de samedi, c'était les CF-18. Mais aujourd'hui, il y en a un qui est passé tout seul. Là. Il a monté à je sais pas combien d'altitude. Il a tourné, il est retourné de bord, puis il est reparti vers Mirabel. Écoute, c'était incroyable. Je sais pas, chez toi, t'es un peu plus loin que Blainville. Les entendais-tu ou as-tu vu quelque chose passer ou c'est finalement c'était Non. juste nous autres qui a eu le bonheur de voir ça? Je crois que c'est juste vous qui avez eu le bonheur, mais par contre, j'y ai assisté l'année passée, Martin, et puis Ah, OK. je peux te dire que c'était vraiment un super événement. C'est pour les gens qui aiment les avions, toute la famille, là, c'est sûr qu'on protège les oreilles des plus jeunes. On s'entend que ça fait beaucoup de bruit, mais c'est vraiment un événement super, là. C'est beaucoup d'action, beaucoup de plaisir pour toute la famille. Ouais, moi j'avais eu la chance d'aller à Bagotville il y a de ça quelques années. Eux autres, ils font avec l'armée canadienne, l'armée américaine, ils Mhm. organisent quelque chose comme ça. Sauf que je te dirais, là, à la place de faire 5 heures de route aller, 5 heures de route aller-retour, je pense que l'année prochaine, je vais faire un petit 15 minutes de route vers Mirabel, puis je vais aller les voir en personne. Mais je te dis, c'était assez impressionnant de les voir passer au-dessus des maisons. Je sais pas pour les auditeurs qui restent dans le secteur de Mirabel, si vous avez eu la chance d'apercevoir ça. De les entendre, je suis pas mal certain, mais de les voir là, passer au-dessus de la maison. En tout cas, comme je te dis, ça complétait bien le week-end de vitesse Monza, Volaria ensemble. Si l'année prochaine ça tombe ensemble, là, je vais peut-être m'organiser justement pour aller faire un petit tour là-bas l'après-midi. Ça fait une belle horaire, ça fait une super belle fin de semaine. En tout cas, on n'est pas là pour parler d'avion, on est là pour parler de voiture. Fait que je vais retourner, on va retourner à nos moutons, comme on dit l'expression. Mais avant qu'on se lance dans le vif du sujet, dans la qualification qui avait lieu samedi. Il faut que je rappelle aux auditeurs que le F1 Podcast est une présentation de Descœurs Incorporé, une entreprise spécialisée dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en construire une de A à Z ou en réparer une ou même vous vendre le matériel pour en embellir une ou surtout en rendre une plus sécuritaire. Eh bien, il faut se tourner vers les experts de Descœurs Incorporé qui vont vous offrir un service humain et sur mesure de Laval à Tremblant. D'autres experts aussi, on le sait, là, Kevin, ouais, toi, la saison s'achève, hein, on le voit, on profite un peu de l'été, nos dernières belles journées. Je veux pas démoraliser les gens, mais l'automne s'en vient. Puis là, dans ce temps-là, ben, il faut commencer à faire des préparatifs pour l'hiver. Ben, les spécialistes de Label Hay, eux, ben, peuvent être là non seulement pour venir tailler le cèdre, mais aussi couper les arbres, que ça soit du côté esthétique ou du côté sécuritaire, ben, ils ont des experts de plus de 20 ans d'expérience avec qui il faut faire affaire. On fait attention à les fils électriques, toutes ces choses-là, là, quand on décide de faire ça nous-mêmes à la maison. Pas pour rien qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des manières de faire ça, puis il y a aussi des façons de faire ça sécuritaire. Donc, il faut faire affaire avec les experts de Label Hay. Ils ont aussi un site Internet, bien sûr, où ils sont très présents sur les réseaux sociaux aussi avec des vidéos intéressantes de la part du propriétaire, Marc Labelle.
On parlait de Monza avant que je n'interrompe le sujet avec Volaria, mais on a eu une séance de qualification à la hauteur de ce qu'on attendait. À la hauteur, je le dis parce que quand on regarde la moyenne de kilomètres à l'heure qu'il y avait sur le tour de pole position de Max Verstappen, eh bien, c'est un record dans l'histoire de la Formule 1 à 264 kilomètres heure de moyenne. Très impressionnant lorsqu'on réussit à avoir ça. Je dirais encore plus impressionnant de voir une Red Bull venir coiffer un peu tout le monde dans cette pole position-là. Comme on le fait toujours, on avait suivi les séances d'essai libre. Aussitôt que ça a commencé, la première séance du matin, la séance de l'après-midi. Ensuite, on a regardé la troisième le samedi, puis on n'avait pas Max Verstappen sur notre carte de bingo. Du moins, moi, je ne l'avais pas. J'ai des gens qui m'ont fait justement le commentaire de dire, hey, normalement, tu mets Verstappen en pole, puis tu dis que si jamais je le mets pas, si je le mets pas, je vais m'en vouloir. Ben là, je m'en ai voulu, Kevin, de pas l'avoir mis. Ah. Miser contre lui, c'est jamais une bonne idée, même si on a un plateau qui est très relevé cette année, Ouais. surtout avec les McLaren, avec un gars comme Oscar Piastri ou Lando Norris qui en sort un de son chapeau de temps en temps. Mais Max Verstappen, on dirait que je ne l'attendais pas là. Puis le fait que l'année dernière, c'était le pire week-end de Red Bull à Monza, ben disons que je ne pouvais pas penser que ça arriverait comme ça, là. Non, c'est ça, exactement. Et en plus de ça, Martin, ben, Verstappen sauf d'autres records que cette pole-là. Donc, déjà, c'est sa 45e pole. Il est maintenant en tête des pole positions chez Red Bull. Donc, il était à égalité avec Sébastien Vettel à 44. Ben là, c'est chose faite. Verstappen en a maintenant 45. Comme tu as dit, pole la plus rapide de l'histoire de la Formule 1 avec 264,682 km/h de moyenne. Et la pole la plus rapide, ben oui, de facto, à Monza. Donc, vraiment un super tour de la part de Verstappen. Il fallait, on va se le dire, Martin, ça pouvait juste être lui qui puisse nous sortir un lapin de son chapeau comme ça, comme il en a souvent l'habitude de le faire, dans les situations où la Red Bull n'est pas la voiture nécessairement qu'on attendait. Qui peut jouer les troubles fêtes face au McLaren? Ben, c'est Max Verstappen. Par tout près d'un dixième quand même, là, c'est quand même quelque chose, faut regarder ça comme ça. On sait que c'est pas la meilleure piste pour les McLaren non plus. Il y a plusieurs facteurs qui sont reliés à ça. Il y a plusieurs auditeurs qui m'ont écrit au cours du week-end justement pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les McLaren, pourquoi que justement là, après le Grand Prix, on va en venir aussi un peu plus tard, bien sûr, dans le deuxième bloc, mais pourquoi la performance n'est pas là. Ça, on se l'attendait un petit peu. On sait que McLaren part toujours favori, mais la domination ne serait pas aussi grande qu'on peut voir sur d'autres circuits, comme on aurait pu voir aux Pays-Bas si on n'avait pas eu toutes les voitures de sécurité. Probablement qu'on aurait eu un écart qui aurait été beaucoup plus grand au fil d'arrivée. Mais lorsqu'on arrive sur un circuit comme ça, où ce que, c'est pas très abrasif, donc on vient pas nécessairement avoir cette fameuse avantage-là qu'on a chez l'écurie Orange Papaye, d'être capable de ménager nos pneus mieux que tout le monde. Aussi, ça va de soi de les préparer mieux que tout le monde pour faire un tour de qualification. Donc, tout ce petit avantage-là qu'on a normalement un peu partout, bien là, ça vient plus faire jeu égal. Donc, à ce moment-là, ça rapproche un peu le plateau quand on arrive sur des circuits comme ça. Et il y a aussi le fait que normalement, la McLaren va extraire énormément de performance dans des virages à médium vitesse. C'est ce qu'on constate depuis le début de la saison. C'est même ce qu'on constate depuis l'année dernière aussi, depuis le grand changement à Miami, quand on avait apporté cette fameuse amélioration-là, qui avait tout changé la saison et même changé toute la hiérarchie de la F1 présentement. Donc, ça, c'était des facteurs qu'on a à Monza qui viennent un peu changer la donne. Le fait aussi que Red Bull a continué d'améliorer sa voiture, on a apporté une amélioration au niveau du plancher. Pour les gens qui sont avec nous là, dans les épisodes du vendredi qui s'appelle Votre Guide, François Goulet, collaborateur aussi au F1 Podcast, qui se joint à moi tous les vendredis pour mettre la table pour les week-ends de course. On parle des sujets d'actualité dans le premier 40 minutes de l'épisode, puis après ça, bien, on dresse le portrait de ce qui s'est passé non seulement dans la journée de vendredi, mais aussi dans la trajectoire technique, toutes les améliorations qui sont apportées par les écuries. Bon, on avait mentionné aux gens, aux auditeurs, justement, que Red Bull apportait ce nouveau plancher-là, ainsi qu'un nouvel aileron avant. Donc, tout ça, ça a fait que ça a aidé à développer de la performance. J'écoutais le docteur Helmut Marko, justement, qui en parlait, qui dit, c'était au-dessus au-delà de nos attentes, ce qu'on a réussi à avoir ou à extraire de performance. Donc, tout ça, c'est des facteurs. Mais le gros facteur chez Red Bull, c'est toujours le même. C'est
l'effet Max Verstappen. Puis ça, à un point, on a bien beau améliorer la voiture parce que bien oui, ça y prend une voiture, il faut lui donner ça entre les mains. Mais il y a toujours le facteur Max qui est capable d'aller trouver les bons réglages, les bonnes choses. C'est ce qu'il a fait encore. Laurent Mekies mentionnait après la séance de qualification samedi comme quoi que il a poussé l'équipe dans la nuit de vendredi à samedi à aller vers un peu sortir de la zone de confort, mais à opter pour des réglages qui sont pas orthodoxes. Donc, inorthodoxe, là, c'est quelque chose de différent qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est pas la première fois qu'on entend ça, que Max décide d'aller avec moins d'appui aérodynamique. Ça tombe bien parce qu'à Monza, on n'en a pas vraiment de besoin, mais il est allé encore un peu plus loin, là. Il a poussé ça plus loin que les autres, de vouloir réduire de maximum l'aérodynamisme. C'était la voiture la plus rapide en ligne droite avec les Ferrari, là. Fait que ça l'a joué là-dedans aussi. Jusqu'à quel point, toi, tu penses que l'amélioration avec le facteur Verstappen est venu un peu surprendre tout le monde? Les premiers surpris, je pense que ça a été Oscar Piastri. Et probablement Lando Norris, qui connaissait jusqu'à ce moment-là un parcours assez, tu sais, un bon week-end de course, là. Ne serait-ce que la première séance d'essai libre où les Ferrari ont été meilleurs. Après ça, ça semblait être un week-end Lando Norris. Encore là, en Q3, tout a basculé. Oui, effectivement, tout a basculé. Et c'est surtout aussi, Martin, comme Verstappen est capable de faire, c'est oui, il faut pousser au maximum sa voiture, mais il ne faut pas trop pousser parce que sinon, qu'est-ce qui arrive à Monza? Ben, c'est des bacs à gravier. C'est des bacs à gravier et facilement, on peut s'empiétrer dans le bac à gravier. On termine notre séance de qualification et on vient de tout ruiner. Et Verstappen, c'est ce qui est formidable sur des circuits de type pilote, on voit le talent inné de ce gars-là qui ressort inévitablement. Et avec les améliorations, comme tu as mentionné, Martin, ben c'est là qu'on voit tout le talent brut de Verstappen qui est capable d'aller extraire chaque dixième, d'aller chercher tout ce qu'il faut dans un virage pour essayer de gagner du temps par-ci, par-là, un secteur, deux secteurs, et finalement, il complète le tour et il devance Lando Norris, que on va se dire que Lando Norris a joué avec le feu un petit peu au courant de la séance de qualification. On va y revenir, mais vraiment pour le cas de Max Verstappen, ça a été phénoménal. Moi, j'ai vraiment adoré son tour de qualification. Ben, parlons-en de Lando Norris qui a eu besoin d'aide de son coéquipier, Ouais. Oscar Piastri, qui lui a, ça c'est un autre facteur hein, à Monza, lorsqu'on est capable de donner l'aspiration, c'est un endroit où même quand tu es à 7 secondes derrière un autre pilote, tu peux quand même bénéficier de ça. C'est, Mhm. c'est à quel point c'est un facteur sur ce circuit-là en Italie. Donc, moi j'ai trouvé ça bien d'Oscar Piastri quand même, tu te bats pour le championnat. Ton rival le plus près, c'est Lando Norris et puis ton coéquipier, puis là, tu l'aides en séance de qualification. C'est pas tous les pilotes qui feraient ça. On le sait que c'est une mentalité différente chez McLaren. C'est justement un des gros sujets qu'on va avoir dans quelques minutes dans le bloc de la course, parce que ça a retenu l'attention, ça, bien sûr, cette fameuse règle orange papaye. Mais quand même, je pense que c'est là que tu voulais en venir. Si ça n'avait pas été d'Oscar Piastri qui a donné un petit coup de main à Lando Norris, il risquait l'élimination, là. Il aurait pu même pas se pointer le nez en Q3, là. Non, c'est ça exactement. Donc, c'est en Q2 que c'est arrivé. Et heureusement que Piastri certaines mesures pour l'aider justement Lando Norris parce que ça n'a pas été, ça a été brouillon pour Norris au courant de la Q2 notamment. Et là, il a été chanceux, il a réussi à signer un temps suffisant pour passer en Q3 devant son coéquipier Oscar Piastri. Par contre, c'est ça, comme tu as dit, j'ai trouvé ça très sportif de la part de Piastri. Est-ce que ça a été une consigne qui a été demandée ou est-ce que Piastri l'a fait de son plein gré? Peut-être. J'ai pas la réponse à ça, Martin, mais je trouve que pour ça, ben, bravo à Piastri, c'est chapeau pour l'écurie, oui. Et ça, comme tu l'as mentionné, c'est pas tous les pilotes. C'est probablement pas tous les pilotes qui auraient accepté de faire ça. On va donner un Verstappen, un Alonso, peut-être, qui aurait dit, wow, je suis pas sûr que je vais nécessairement l'aider, surtout dans la lutte au titre. Là, on va s'entendre dans une bagarre pour les deux pilotes au championnat. Peut-être que Piastri, si ça avait été un autre pilote, peut-être qu'il aurait dit, wow, finalement, peut-être que
peut-être que je vais laisser faire, peut-être qu'il va se débrouiller avec ses problèmes, mais finalement, donc, Piastri a réussi à bien aider son coéquipier Lando Norris. Ben, je pense que pour répondre à la question, si on recule 11 ans en arrière, est-ce que Lewis Hamilton aurait aidé Nico Rosberg ou vice-versa Pas à certain. se sauver le derrière ou le postérieur lors d'une séance de qualification? Pas certain, moi non plus. Tu as Non. répondu à la question. Même je te dirais que je suis certain qu'il l'aurait pas fait. C'est Fait ça. que c'est ça entre les deux. Mais ne serait-ce que même si Norris a eu besoin de l'aide de Piastri, qu'il était en avance tout le week-end, à part à ce moment-là où il a eu besoin de l'aide de l'Australien, bien c'est lui qui a eu le dessus parce qu'il a réussi à se qualifier deuxième. Piastri troisième dans la lignée McLaren. Donc ça, c'est pas la fin du monde du côté de l'écurie Orange Papaye. Je sentais que les deux pilotes étaient quand même déçus parce qu'à toutes les fois que tu es dans la voiture la plus dominante sur le circuit, mais que tu ne réussis pas à signer la pole, ben c'est une forme d'échec, c'est une forme de laisser quelque chose tomber. Sauf que la consolation pour Norris, c'est que c'est Verstappen qui est devant lui et non Piastri. Sauf que du côté d'Oscar, Mhm. pouvait pas nécessairement se consoler de la même façon. Sauf que quand on sait la réputation de Lando sur un départ, ben c'est jamais gagné d'avance. Là. On sait que on peut toujours se rassurer de tout ça du côté du clan de Piastri qu'on peut se reprendre durant la course. Mais ne serait-ce que les deux McLaren quand même étaient dans une bonne position. On ne s'est pas fait devancer par les Ferrari qui étaient à la maison. On voulait impressionner autant du côté de Leclerc d'Hamilton. Encore une fois, Charles a réussi à faire, d'après moi, le meilleur qu'il pouvait faire. Si on dit que Max Mhm. Verstappen vient toujours extraire les petits dixièmes de sa voiture pour aller chercher le meilleur taux possible, aller chercher le maximum de ce qu'il y a entre les mains, ben c'est la même chose pour Charles Leclerc. Je trouve que ça passe un peu inaperçu cette année parce que veut pas, Ferrari connaît des ennuis, mais quand on retourne au début de la saison, beaucoup pensaient que Lewis Hamilton s'en venait un peu bousculer Charles chez Ferrari, le déstabiliser en tant que pilote. Je veux pas dire numéro un parce qu'on n'a pas nécessairement de numéro associé, mais elle est quand même le prédestiné qu'on dit, donc le pilote Mhm. chouchou de la Scuderia. Donc on pensait là, chez certains, pas de mon côté, pas de ton côté non plus, de ce que je Mhm. me rappelle, mais que Lewis m'a un peu bousculé les cartes. Mais en qualification, je l'ai répété souvent, tu étais d'accord avec ça. Charles va être dur à battre. Si Lewis avait de la difficulté à battre un gars comme George Russell, ben, il était pas sorti du bois en arrivant contre un gars comme Charles. Puis depuis le début de l'année, c'est ce qu'il fait. Le Monégas a encore très, très bien fait. Je pense pas là, que même si à certains moments, peut-être que la pole, tu sais, les Tifosi y croyaient. Encore une fois, je pense que c'est le meilleur résultat possible pour le Monégas. Oui, exactement. Et c'est ça, comme on l'a souvent mentionné, Martin, dans le balado. Ben, Charles Leclerc, c'est un pilote d'exercice de qualification formidable. C'est pas pour rien. Écoute, dans les duels de qualification, Leclerc 14, Hamilton 5. Quand on compare les deux pilotes, là, il y a pas de débat là-dessus. Oui, on parle toujours bon, de l'adaptation, oui, c'est sûr et certain et tout. Ça reste quand même Lewis Hamilton aussi, c'est un vétéran, c'est un pilote d'expérience. Mais Charles Leclerc, c'est vraiment tout un athlète, là. Quand il s'agit de pousser sa voiture, d'aller chercher quelques dixièmes par-ci par-là, et surtout avec la ferveur des tifosi, Martin, l'ambiance survoltée qu'on a à Monza pour encourager la Scuderia. C'est sûr que c'est toute l'énergie de l'Italie là, qui est en arrière de toi. Donc, je suis quand même content du tour qu'a réalisé Leclerc, de la performance qu'a réalisé Charles Leclerc. Et Hamilton, dans une certaine mesure, oui, il avait une pénalité qu'il allait le faire reculer sur la grille, mais néanmoins, il se positionne cinquième, donc pas nécessairement trop loin sur la grille de départ. C'est pas comme si, admettons, il avait raté sa qualification, il aurait parti, admettons, 12e, et là, en plus, avec la pénalité. Donc, cinquième, c'est quand même un moindre mal, donc tout juste en arrière de Charles Leclerc. Mais parlons-en de la pénalité de Lewis Hamilton. Ça a fait jaser, bien sûr, parce que il a eu ça aux Pays-Bas. Il la traînait du week-end Mhm. dernier. Il devait la purger devant les siens, devant les Mhm. partisans Ferrari. Mhm. Sauf que je m'attendais peut-être à voir, on parlait du jeu d'équipe entre Piastri et Norris. Est-ce qu'on n'aurait pas dû opter pour une stratégie semblable du côté de Ferrari pour justement miser une pole position, peut-être être capable de faire un peu d'aspiration parce que on le sait, là, on l'a vu, là, les dixièmes, c'est pas à négliger ce qu'on était capable d'aller gagner en faisant ça. Donc, ne serait-ce qu'une coupe de dixième pour Charles Leclerc aurait peut-être avantagé sa position sur la grille. As-tu réagi à ça, toi? Tu pensais qu'on aurait dû peut-être essayer cette stratégie-là du côté de la Scuderia?
ça aurait peut-être été une solution envisageable. Est-ce que Lewis Hamilton avait le rythme nécessaire pour avoir un chrono euh, meilleur que Leclerc ou encore, je pense pas qu'il aurait pu aller chercher les McLaren et Non, non, je encore te moins parle Verstappen. aider Charles à aller Aider plus loin. Charles, Ouais, parce que Lewis recule de toute façon. ouais, Tu c'est sais, ça. ouais. Ben, pense que ça aurait peut-être pu. Est-ce que Leclerc aurait pu aller chercher, disons, peut-être une P3, peut-être voire même une P2? Mhm. Euh, Possible, qui sait. Mais la Ferrari était très rapide. Ça, en vitesse de pointe, la Ferrari En était ligne très droite, rapide. On oui. avait une bonne vitesse de pointe, vraiment. Euh, Est-ce qu'on a peut-être manqué quelque chose? Peut-être. Peut-être. On ne le saura jamais, malheureusement, mais je trouve qu'il y avait peut-être matière à avoir quelque chose du côté de Charles Leclerc un meilleur positionnement sur la grille. Mais bon, reste en sorte qu'en toute somme, quatrième, cinquième, derrière les deux McLaren, c'est quasiment une formalité, si on peut dire, mais surtout Verstappen qui se positionne à l'avant carrément. Euh, c'est un moindre mal, mais c'est sûr que devant les nôtres, là, pour la Scuderia, ben, c'est quand même c'est moins évident de partir quatrième, cinquième que de partir dans le top 3, ça, on va se le dire, mais quand même, on devance les Mercedes. Ça, c'est déjà le point positif. On devance notre écurie rivale au championnat constructeur. Donc, pour tout ça, c'est quand même une opération, je dirais, une opération de sauvetage qui a été bien faite. Ça répond peut-être à notre question aussi de tantôt qu'on se demandait si Lewis Hamilton aurait été prêt à le faire pour un coéquipier. On ne sait pas si, s'il se l'est fait proposer puis il n'a pas voulu. C'est peut-être aussi le fait qu'il est tellement pas en confiance. On s'est dit si on commence à le sacrifier, à le déconcentrer, à dire, ben là pour l'instant, essaye de tirer un peu Charles. Donc à la place de le laisser vraiment se concentrer sur ce qu'il a à faire, peut-être que présentement, il a besoin de toute sa concentration possible pour être capable de juste focuser sur ce que lui doit faire. Donc, de commencer à lui faire des jeux d'équipe, il est peut-être pas rendu là chez Ferrari. Euh, il y en a d'autres qui poseraient la question aussi de dire, ben, si lui il prend 5 places sur la grille, pourquoi Charles l'a pas aidé justement à avoir une meilleure position pour qu'il recule moins sur la grille? Il y a ça aussi. Est-ce qu'on voulait sacrifier un des deux pilotes? Est-ce que c'est encore une fois un problème des fois qui est récurrent du côté de l'écurie italienne, que les stratégies, c'est pas notre fort, même si on s'est amélioré beaucoup dans les dernières saisons, depuis l'arrivée de Frédéric Vasseur. Il reste encore du travail à faire, mais ce petit côté-là, je me dis, surtout quand on voit deux pilotes qui sont en compétition pour le championnat, je me dis, pour l'instant, Ferrari, on a simplement à battre Mercedes. Tu faisais bien de le mentionner. C'est justement le rival au classement. Donc, c'est sûr qu'on les a battus d'une certaine façon. Mais quand même, est-ce qu'on aurait pu améliorer notre résultat? C'est une question que je me demandais au cours du week-end. Je m'attendais à le voir, on ne l'a pas vu. Donc, sûrement que du côté de Ferrari, on a pensé que ça serait mieux d'opter pour autre chose. On en parlait justement à Mercedes, George Russell, qui lui aussi, si on dit que Leclerc est une sorte de métronome depuis le début de la saison, mais c'est un peu la même chose pour George Russell. C'était pas évident pour les flèches d'argent. C'est un week-end qui a commencé de façon compliquée. Il faisait chaud. C'est un problème qui revient souvent. Lorsque la chaleur est là, ben, on a de la misère. C'est un circuit moteur, un circuit un peu comme Montréal. Il y a des auditeurs qui m'ont dit, ah, Mercedes risque d'être fort, ils ont été bons à Montréal. Sauf que à Montréal, il faisait quand même frais. C'était pas un week-end très chaud comme Monza a eu. Il y a quand même des différences entre les deux circuits. Mais quand même, encore une fois, Russell, leader de son écurie, a rattrapé le week-end pour pas que ça devienne une catastrophe. C'est sûr que Mercedes, c'est pas l'idéal lorsqu'on sait leur parcours, tout ce qu'ils ont accompli, de dire que maintenant on vient se satisfaire de partir, admettons, de la 6 ou de la sixième place, de ces choses-là. On est bien loin de ce qu'on avait par le passé, mais encore une fois, si on dit que Leclerc a soutiré le maximum de sa voiture, j'ai envie de dire que George a fait la même chose aussi. Ouais, effectivement, ben, Russell, on le sait, toujours capable d'aller chercher c'est ça, ces petits dixièmes-là. Comme les Charles Leclerc, comme les Verstappen. C'est sûr qu'on ne mettra pas Russell dans la même trempe que Verstappen, mais comme un leader d'écurie, je trouve que Russell fait très bien. Il Mhm. a vraiment bien pris le relais de Lewis Hamilton lorsqu'il a quitté pour Ferrari. Donc, Russell, encore une fois, belle performance là, qui devance son coéquipier Kimi Antonelli, qui a eu encore un petit peu de mal en essai. Martin, il est sorti de piste en EL2, si je ne me trompe pas. Et heureusement attrapé parce que
là, dans les dernières courses, c'était difficile pour Antonelli. Au moins devant les siens, il y a la pression aussi. C'est un jeune homme. La pression d'être à la maison, à domicile. On s'en souvient, l'année passée, il a fait ses essais chez Mercedes et ça s'est terminé au bout de quelques tours. C'était déjà dans le mur. Et heureusement que là, pour la qualification, Antonelli s'en est quand même bien sorti. Mais c'est ça. C'est un jeune homme qui a beaucoup de pression pour, pour son âge dans une écurie assez historique, déjà, on peut dire Mercedes. Et je trouve c'est bien d'apprendre de George Russell aussi parce que Russell, c'est un pilote maintenant, c'est un vétéran, c'est un pilote qui peut bien montrer la voie à Antonelli, donc sixième, septième, donc bravo pour Mercedes. C'est vrai que Russell, il fait bien. Il mériterait un contrat, hein? Ouais, ça serait une bonne chose, hein? Très bonne chose. Même chose pour Antonelli. Il traverse des moments difficiles, mais j'ai envie de dire, on a ce qu'on a semé du côté de Mercedes. Là, on a voulu l'apporter. On avait beaucoup d'avertissements qui disaient, ben, c'est un jeune pilote, 18 ans, on l'amène dans une écurie qui va avoir de la pression. C'est pas la même chose qu'un Gabriel Bortoleto, un Oliver Burman ou même un Isaac Hadjar. On est sous les réflecteurs. On vient chausser les souliers de Lewis Hamilton qui était là avant. Et donc, il y a énormément de pression sur ce jeune-là. Ça commence à la rattraper, pour ne pas dire que ça l'a déjà rattrapé. Mhm. Depuis le début du week-end, c'était pas facile, même qu'on commençait à dire Non. avec François Goulet vendredi que on se demandait qui n'aime pas Monza, mais on disait peut-être Kimi Antonelli parce que ça commence à être compliqué Mhm. pour lui lorsqu'il se présente là ou tout simplement aller courir en Italie. Mais là, finalement, il l'a dit, il l'a avoué lui-même, il était très nerveux avant la séance de qualification. Puis il nous a habitués à ça au cours de l'année, de partir pas nécessairement avec un week-end le plus simple possible, mais de construire un momentum un peu de nulle part, puis lorsque ça compte d'arriver, puis d'être capable de faire un bon temps. Arriver tout de suite après Russell dans la hiérarchie, là, dans le classement pour le départ, pour moi, c'est une mission accomplie. À toutes les fois qu'un jeune pilote ou un pilote numéro 2 est capable de venir se coller au pilote un peu numéro un, puis je mets des numéros chez Mercedes parce que je pense qu'il y en a, ça se fait naturellement parce qu'on le dit, il y en a un qui a beaucoup d'expérience, il y en a un qui commence, donc c'est pas, je fais pas ça de façon méchante de dire un puis deux, mais quand même, on demande pas plus à Anthony, on dit pas, ah, faut que tu battes Russell à toutes les qualifications, on est raisonnable, autant de notre côté que du côté de Mercedes, mais lorsque tu es capable d'être si près que ça sur la grille de départ, pour moi, c'est mission accomplie. Je regarde du côté de Red Bull, je pense qu'on aimerait bien ça que ça arrive de temps en temps, d'avoir un deuxième pilote ou une deuxième voiture qui vient un peu Ouais. plus près de notre pilote. Ça serait c'est probablement le rêve de Laurent Mekies et de bien des gens, dont Dr. Helmut Marko chez Red Bull de voir ça. Mais Antonelli, pour moi, si on dit mission accomplie pour Charles, mission accomplie pour Hamilton, Russell, ben c'est mission accomplie pour Antonelli aussi. Ensuite, du côté de la suite du classement, lorsqu'on regarde qui était derrière Kimi Antonelli, eh bien, encore une fois, le jeune Gabriel Bortoleto qui ne cesse d'impressionner. Vraiment là, un prétendant sérieux au titre de recrue de l'année qui Mhm. continue week-end après week-end à arriver avec des performances de la sorte. C'est une vedette en devenir, Gabriel Bortoleto. On le savait parce que le titre de F2, on ne reçoit pas ça dans un joyeux festin chez McDonald's. On fait ça parce qu'on gagne, puis on a des qualités, on a du talent, puis on est capable de maîtriser une voiture et de se mesurer à d'autres pilotes internationaux. C'est ce que Bortoleto a fait en remportant le titre. Donc, de le voir arriver en F1 et performer, c'est pas, c'est pas assuré. C'est pas parce que tu es bon en F2 que tu vas nécessairement l'être en F1. On l'a déjà vu par le passé. Un Nick De Vries en partie, là. Mais OK. quand même, d'arriver là, de se faire justice la première saison dans une Stark Sauber, moi, j'étais le premier à trouver ça un peu plate. Je me disais, un gars comme Antonelli, oui, il va subir la pression, mais il va quand même avoir une voiture pour impressionner de temps en temps. Isaac Hadjar aussi, Oliver Burman chez Haas même. Mais Bortoleto, je me disais, si Stack présente une voiture comme qu'on a eu dans les dernières saisons, ça va être difficile pour lui et les gens vont peut-être oublier un peu que c'est un gars qui a énormément de talent, puis c'est un gars qui a un titre de Formule 2 dans ses bagages, mais quand même, depuis le début de la saison, je dirais depuis peut-être vers la deuxième moitié de saison ou un peu avant ça, a commencé à être capable de nous impressionner pareil. Bien sûr, Stack lui fournit une voiture pour le faire, mais je trouve qu'il en fait un petit peu plus. Là. Il va vraiment chercher le maximum. On sait que Hülkenberg, c'est pas facile à battre en qualification. Il a le dessus depuis le début de la saison. Encore une fois, Bortoleto, là, vraiment, j'ai trouvé que c'est un très, très beau week-end en Italie. Là. Oui, encore en Q3, il devance Hülkenberg pour la dixième fois de la saison. C'est Déjà, impressionnant. c'est quand même pas rien, c'est très impressionnant. Euh, Quatrième présence en Q3, en plus de la Q3 en sprint en Belgique aussi. Donc,
vraiment, Bortoleto est en train de se faire un nom. Déjà qu'il commence à avoir une belle réputation là, déjà dans son écurie. Donc, c'est un bon travailleur. C'est un gars qui apporte un bon retour technique à son écurie, à tous les ingénieurs. Et Martin, je te l'avais déjà parlé. Moi, le feeling que j'ai, c'est que ce jeune homme-là, si on va arriver avec le projet Audi, mais à un moment donné, si Audi, ça va coup-ci, coup-ça, j'ai l'impression que Bortoleto va se trouver un volant dans une écurie de pointe peut-être plus rapidement qu'on puisse le penser. Moi, j'ai cette impression-là que ce jeune homme-là va pouvoir gravir les échelons assez rapidement. Je ne veux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il a le talent, il a le potentiel pour devenir une star du futur, juste à le voir aller avec l'écurie Stack Kick Sauber. J'imagine avec une écurie d'avant-plan, qu'est-ce qu'il serait capable de faire. Ben, lorsqu'on regarde justement Bernie Ecclestone qui mentionnait de le voir possiblement chez Ferrari un jour, une belle option. Lui, Mhm. Bernie le positionnait pour remplacer Hamilton de la saison prochaine. Ça arrivera peut-être pas si rapidement que ça, mais c'est sûr que pour l'instant, il fait tourner des têtes. Je le disais il y a quelques semaines, Audi a essayé d'aller chercher un Carlos Sainz, finalement s'est rangé du côté de Hülkenberg, puis prendre un jeune comme Bortoletto. On s'est quasiment fait tordre le bras. C'est quasiment le monde de la F1 au complet qui disait, ben là, pourquoi vous n'allez pas prendre le champion de Formule 2? Puis là, finalement, en fin de saison, on a décidé de se tourner vers lui. Mais je pense qu'on a Mhm. notre pilote vedette pour le futur. Ouais. Est-ce qu'on va être capable de le garder? Ben là, tu as raison de dire, ça va prendre des performances. Mais moi, j'ai envie de dire, même Red Bull ne peut pas se permettre de ne pas regarder Gabriel Bortoletto pour le futur aussi. Mhm. Si un Tout à jour fait. on finit par perdre un gars comme Max Verstappen, c'est bien beau Isaac Hadjar, mais ça va en prendre deux pilotes. Donc Mhm. déjà là, on devrait commencer à regarder. Je suis sûr qu'il y a des petits téléphones qui se font, il y a des conversations qui se font avec son agent qui est manager, qui est justement Fernando Alonso. Parlons-en d'Alonso, c'est lui qui est derrière. Si je te dis que j'attendais pas Verstappen en pole, ben j'attendais pas une des Aston Martin dans le top 10. Ça, c'est vraiment été une surprise. Je Ouais. sais même pas comment Fernando Alonso a fait ça parce que le problème de la voiture verte, c'est la traînée. Puis si tu as de la traînée à Monza, ben t'es bien mal parti, là. Tu iras pas dans le top 10 normalement quand tu as ce type d'ennui-là. Parce que le nerf de la guerre sur le circuit italien, sur le temple de la vitesse, c'est d'avoir le moins de friction possible dans le vent pour maximiser ta vitesse de pointe. Et ça, c'est le gros problème de la Aston Martin. Donc, je sais pas si c'est une raison logique, mais à part le coup de volant impressionnant de l'Espagnol de 44 ans, à part de ça, moi, je sais pas comment il a fait ça, là. Dixième, là, c'est tout un accomplissement, encore une fois. C'est du Fernando Alonso Oui. à l'état pur. Hein. C'est toujours ce type de pilote-là. C'est un circuit qu'il connaît. Écoute, il est là depuis 2001, hein, Fernando Alonso. Là, donc, il connaît les circuits. C'est un vieux routier, hein, comme on dit l'expression. C'est un vieux routier, Alonso. C'est quelqu'un qui connaît cette piste-là de fond en comble. Euh, il le doit aussi à son talent naturel, à toute son expérience, à toutes ses connaissances. Euh, Pouvoir aller chercher des petits dixièmes par-ci par-là, être capable d'aller chercher ce que la voiture n'est pas capable de faire, ben Alonso peut compenser à ça avec son talent, avec toute son expérience, tout son bagage. Donc, encore une fois, ben, j'ai été, comme je veux dire, comme toi, Martin, j'ai été très surpris de voir Alonso se hisser dans le top 10 en Q3. Mais s'il ne faut pas parier sur Max Verstappen, ben, moi, je me dis des fois, à certains moments, il ne faut pas parier contre Fernando Alonso non plus. Non, 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 exactement. J'ai peut-être fait l'erreur justement de ne pas attendre les Aston Martin dans le top 10. Un que je parie pas dessus, en tout cas, c'est Yuki Tsunoda. J'ai pas d'argent à perdre sur le pilote japonais, même si je l'aime bien. Je faisais partie de ceux qui voulaient le voir évoluer chez Red Bull. Je me suis trompé, ou peut-être qu'il y a personne finalement qui peut piloter cette voiture-là. J'ai encore de la misère à le croire, là. Moi, je reviens toujours à dire, j'imagine des pilotes de l'ancien temps, un gars comme Gilles Villeneuve, que on lui aurait dit, oh non, non, toi, cette voiture-là, tu peux pas la piloter. Elle est faite juste pour Max Verstappen. Toi, tu seras pas capable de la conduire. Non, 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 embarque pas dans cette auto-là. Toi, tu seras pas capable de rien faire avec. Écoute, j'aurais même pas fini ma phrase qui serait en train de partir avec, puis probablement de Ouais. battre un record de piste, là. Mais en tout cas, Yuki Tsunoda, ça fonctionne pas, ça continue de pas fonctionner. On est rendu à une étape où ce que lorsqu'il est 11e, il y en a certains qui font comme, ah, ben, c'est pas si payé 11e. Pour moi, c'est, en dehors du top 10, ça fonctionne pas, ça marche pas. Mais encore moins de te faire devancer par une stack et une Aston Martin.
lorsque tu es dans une Red Bull, c'est inacceptable. Donc, 11e pour Yuki Tsunoda, à l'image pas de son numéro, mais à l'image de où ce qu'il est depuis le début de la saison quand même, Tsunoda, 11e. Ensuite, Oliver Burman, c'est lui normalement qui est 11e. Là. Tsunoda lui a volé sa place. Il est arrivé là un peu de nulle part, Oliver Burman qui... Ah non, excuse-moi, Tsunoda, je me trompe, il était 10e. C'est moi qui fais une erreur. Là. Il était dans le top 10. Donc, est-ce qu'on donne la note de passage parce qu'il était dans le top 10, Tsunoda? On va dire que oui, mais quand même, pour moi, ça me dérange un peu. On va lui donner une petite tape sur l'épaule. Ouais, il en a grandement de besoin. On va dire bravo Ouais. Yuki, lâche pas. Ben Oliver Burman, encore 11e, c'est ça, lui, il y a personne qui peut le déloger de là. Il soutient le maximum de sa voiture As, encore une fois. Hülkenberg, 12e. Ensuite, Carlos Sainz, 13e. Albon, 14e. Ça a été une petite déception ou une surprise. Je m'attendais pas à aller voir Ouais. pas nécessairement bien performé. Dans la prédiction, label est, lorsqu'on décide qui va faire la coupure, qui la fera pas, j'avais décidé avec François Goulet, qui m'a Mhm. supporté, c'est un gars d'équipe, François, Mhm. m'a supporté dans la décision de dire que on aurait probablement les deux Williams dans le top 10, autant du côté de Carlos Sainz qu'Albon. Sainz avait été troisième dans les essais libres, même si on sait que c'est les essais, mais quand même, normalement, c'est le type de circuit que Williams répond bien, sauf que la chaleur du samedi nous a pris un peu par surprise et les a pris de court aussi. Lorsqu'il fait trop chaud, les Williams ne répondent pas bien un peu comme les Mercedes. Donc, à ce moment-là, on a de la misère avec la préparation des pneus et ça nous a causé problème. Donc, 14e et 13e pour les deux voitures Williams. Ocon, 15e, 16e pour Adjar. Mauvaise stratégie, t'es pas content. Lorsqu'il a été éliminé, il a dit, Ouais. bien sûr, je t'ai éliminé. Il n'était pas surpris, il savait que la stratégie ne collait pas. Mais de toute façon, il devait prendre une pénalité pour changer son moteur. On savait qu'on avait un petit problème de ça, donc il savait qu'il aurait parti de la ligne des puits à cause de ce problème-là. Mais quand même, il aurait aimé mieux faire. 16e pour Adjar, et 17e pour Stroll. Lui, il était vraiment à l'image de ce qu'à Aston Martin, on s'attendait. Et ensuite, Pierre Gasly, 19e, et Liam Lawson, 20e. Du côté de Lawson, ça a été un temps qui a été effacé. Toujours pas évident Ouais. lorsque ça arrive, ça cause des problèmes. Et Gasly, en terminant notre bloc qualification, je l'ai mentionné aux gens qui ont manqué la nouvelle, s'est vu octroyer une prolongation de contrat. Donc, c'est une belle récompense pour son travail depuis le début de la saison jusqu'en 2028 qu'on lui a offert cette prolongation de contrat-là. J'ai envie de dire que Flavio Briatore a appris. Il a essayé d'aller chercher un Carlos Sainz l'an passé, a pas voulu venir. A essayé d'aller chercher un gars comme Sergio Perez, Valtteri Bottas au cours de la pause, a pas réussi à les attirer chez Alpine. Ben, il s'est retourné de côté et s'est dit, ben là, ça a l'air d'être pas facile d'attirer des pilotes chez nous, aussi bien de signer celui que j'ai déjà et de le sécuriser, mon vétéran, avant que je le perde aussi. Ouais. Et en plus, Martin, pour la petite mention, Isaac Hadjar, c'est sa première élimination en Q1 de Oui, la saison. quand Ça, même. c'est quand même, faut quand même Une souligner le année travail qu'a recrue, fait là. oui, année recrue en plus. Donc, une belle séquence qui a pris fin, mais la course, c'était le dimanche. Donc, il y avait tout à gagner. Il y avait tout à gagner, c'est ça. Puis avec un nouveau moteur, ben, on gagne quelques dixièmes. Le problème, c'est Mhm. qu'à Monza, tout le monde change son moteur. Fait que tout le monde les a, ces petits dixièmes-là. Fait que c'est pas comme lorsque tu changes puis que les autres sont pris avec leur vieux groupe motopropulseur, mais quand même. Ah, c'est ce qui conclut notre bloc qualification. C'est maintenant temps de parler du Grand Prix qui avait lieu dimanche et de parler aussi de la couleur orange papaye et de cette fameuse règle qui n'a pas fini de faire jaser en 2025. Eh bien oui, c'était dimanche qu'avait lieu la 16e manche du championnat 2025. On le dit souvent depuis le début de l'épisode, c'était dans le temple de la vitesse et on a eu droit au Grand Prix le plus rapide de l'histoire de la Formule 1. J'ai eu la chance, et toi aussi, d'assister, je sais pas si c'est la chance, en tout cas, mais d'assister au Grand Prix le plus long de l'histoire, celui à Montréal, au Canada, Mhm. en 2011. Tu étais là aussi. Et là, on a eu la chance, on n'a pas assisté en personne, mais on l'a vu à la télévision, d'avoir le plus court de l'histoire. 1h13 minutes et 24 secondes. C'était pratiquement une course sprint qu'on a eue, là. Quand on regarde ça, là, ça a été tellement rapide. Très, très loin des 4h 4 minutes et 39 secondes qu'on avait eu à Montréal en 2011. Donc, tout un écart lorsqu'on regarde ça. Ça prouve que oui,
les formuleurs sont de plus en plus rapides, donc on est à l'aube d'une révolution du côté de la réglementation. Normalement, c'est ce qu'on essaie de faire. Lorsque les voitures sont trop vite, on veut les ralentir un peu, mais c'est pas très long que les ingénieurs de chaque écurie vont trouver des solutions pour revenir très très vite. On le voit déjà là, l'an prochain. Il y en a déjà qui prétendent que leur moteur va être capable de les propulser à 400 km/h, mais la FIA est déjà en train de résoudre ce problème-là pour aller les ralentir un petit peu. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais quand même, 1h13 minutes 24 secondes, ça a été un week-end sprint au grand bonheur de Stefano Domenicali qui mentionnait cette Ouais. semaine justement que les week-ends de course ou les grands prix sont peut-être un peu trop longs pour la génération d'aujourd'hui. Ben, en tout cas, 1h13 minutes, ça n'a pas dérangé personne. Comme je te dis, moi, il me semble que ça venait de commencer et c'était déjà terminé. Et ça a été une victoire de Max Verstappen pour la troisième fois à Monza, déjà dans sa jeune carrière, qu'il signe une victoire, une 66e en carrière et une troisième en 2025. Toute une victoire de Max Verstappen. Un départ un peu mouvementé, chaotique, Mhm. court-circuite le premier virage, puis là finalement doit redonner cette position-là. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Je sais pas comment tu as vu ça de ton côté, mais remet la position à Lando Norris. Je te dirais que je pense pas que j'étais le seul à dire, bah là, c'est pas mal terminé. Après moi, Lando va se sauver. Mais non, encore une fois, on dit, hein, faut pas parier contre Max Verstappen ou jamais le compter pour battu. J'ai fait l'erreur à deux reprises au cours du week-end et je la referai pas. J'ai pensé que cette fois-ci, c'était, ah ben là, Lando passe, donc il lui, pas le choix, il lui donne la position. Donc, c'est un peu facile. Ensuite, Lando va partir, puis Max va bien essayer de faire son possible, mais il sera pas capable. Mais à ma plus grande surprise, il revient très, très, très rapidement, réussit à dépasser Lando, puis après ça, ben, il n'a jamais été embêté. Ça, 66e victoire de Verstappen, comme tu as mentionné. Parfait contrôle de la course. Bonne stratégie, belle exécution du côté de Red Bull. Très clinique, vraiment super. Déjà 125e victoire pour l'écurie autrichienne. Donc, ça passe vite. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps, cette écurie-là rentrait en Formule 1, Martin, et là, on est déjà rendu à 125 victoires. Verstappen, formidable, comme à l'habitude. C'est sûr, comme tu as mentionné, le départ peut-être un petit peu plus mouvementé, mais il a quand même réussi à bien rattraper le tout. Et moi aussi, j'ai quand même été surpris. Je ne m'attendais pas nécessairement à voir Verstappen revenir sur le talon de Lando Norris et pour ensuite parvenir à le dépasser. Mais c'est surtout ensuite l'écart qu'il s'est donné et la gestion de course qu'il a fait. Ça a été parfait. Il y a pas d'autre mot à dire. Même Toto Wolff a dit il y a un pilote qui nous a tout fait paraître ridicule aujourd'hui. Et je me suis dit, je suis vraiment d'accord avec ça. 19,2 secondes d'avance avec une monoplace qui est pas, on s'entend qu'il n'est pas au niveau de la McLaren. Il y a matière à se dire que Verstappen a mis une correction à tout le monde aujourd'hui. Oui, il a vraiment montré encore l'ampleur de son talent. Même si on le dit, là, on dit toujours on n'est plus surpris parce que d'une certaine façon, c'est un quadruple champion du monde, c'est le meilleur pilote en F1. Je pense encore ça. Malgré Mhm. qu'Oscar Piastri est un très, très, très bon pilote, beaucoup plus jeune aussi en expérience, aussi en âge. Mais des moments comme ça, où ce qu'on le sait qu'il n'a pas la meilleure voiture, le 20 secondes, certains diront, ah ben la voiture était meilleure que la McLaren cette semaine. J'ai de la misère à croire encore ça. Je pense que c'est un gars qui réussit à en extraire, oui, toutes les performances possibles, qui est capable d'aller chercher des dixièmes et tout ça, que ça soit, oui, en qualification, il faut le faire, mais lors d'une course, c'est un autre paire de manches, là, sur Mhm. 50 quelques tours, il est capable, mais non seulement de rester devant les voitures orange papaye, mais aussi de la redépasser. Une fois que tu laisses passer Lando Norris, de revenir. Puis on l'a vu au début, là, il était pas en rythme, Verstappen, là. Je sais pas si ça s'est passé au niveau de la chaleur dans les pneus. On voyait ça semblait pas être là, là. La température avait pas monté dans ses pneus. Moi, je m'attendais même qu'il se fasse dépasser, probablement par Charles ou peut-être par Oscar aussi. Il semblait vraiment, vraiment avoir un déficit de performance dès le départ. Puis après ça, là, tout s'est mis en place. Les bonnes températures se sont mis dans les gommes. Puis après ça, il a pris son envol, puis on l'a vu là, à chaque tour, c'était un tour de qualification pratiquement. Vraiment, vraiment, toute une performance de Max Verstappen. J'ai envie de dire que ça va encore être une performance qu'on va se rappeler. Tu sais, s'il en fait plusieurs des comme ça à longue, il les colle, puis on en oublie peut-être parmi ceux-là, mais une victoire comme ça à Monza, ça lui a fait, on l'a vu dans sa réaction hein, aussi, il était très content. C'est aussi la première victoire de Laurent Mekies en tant que directeur Oui. d'écurie. Mhm. Donc ça, il semblait content d'être capable de lui donner ça.
Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses dans cette belle victoire-là. Je veux passer, avant qu'on saute dans le dossier Orange Papaye qui retient l'attention, mais qui va continuer de retenir l'attention pendant les 2 prochaines semaines, j'en suis certain. Euh, le départ, certains ont dit, ah, ben, Max, t'allais pousser Lando. Moi, j'ai plus vu qu'il y en avait plus il y avait plus de pistes en avant de Ouais. Lando parce que c'est fait Ouais. comme ça. Avec la sortie des pluies à Monza, ben, à un moment donné, c'est bien large, puis après ça, ça rétrécit. Un peu Mhm. lorsqu'on est dans une entrée d'autoroute, puis moi, je suis à côté de toi, puis là, je veux rentrer sur l'autoroute en même temps que toi, puis toi, tu me laisses pas passer. Ben, c'est une entrée d'autoroute. À la longue, ça va rétrécir, puis j'en aurai plus de pistes en avant de moi. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire, si je reste à côté, que tu m'as poussé dans le gazon, ou c'est plus moi qui aurais dû voir que j'en ai plus, j'ai plus de voix en avant de moi. Donc, à un moment donné, il faut que tu décides de te ranger derrière la voiture. J'ai trouvé que c'était quand même un contraste avec ce qu'on avait vu l'année dernière. C'était en Espagne de mémoire que justement, Lando Norris s'était rabattu sur Verstappen et l'avait emmené dans le gazon. Là, Max, oui, s'est rabattu du côté de Lando, mais c'est plutôt Lando qui a décidé de poursuivre son chemin dans le gazon, là. Oui, c'est ça. Ben, ça me fait penser un petit peu euh, souvenir de 2011 où il y avait Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Les trois étaient côte à côte et Alonso a fait le même passage que Lando Norris, mais c'est quoi, Martin? C'est lui qui est ressorti en tête à C'est l'intérieur ça. à la variante del Rettifilo, pour bien le mentionner en italien. Donc, voilà, ça dépend des situations et tout, mais dans ce cas-là, c'est vrai que lorsqu'on arrive, on part de la ligne de départ à Monza, ça va comme un goulot d'étranglement. On se ramasse tout au fond de l'entrée de la chicane et là, c'est là que ça coince. Et souvent, c'est là qu'il y a de la casse, il y a des accidents et tout. Heureusement, on s'en est quand même assez bien sorti. Là. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais c'est vrai que ça aurait pu jouer du coup de pas mal plus que ça. On va faire un petit clin d'œil à 2021. Aujourd'hui, les pilotes nous ont montré que c'est possible, hein, de passer deux voitures à la première chicane. Oui. Tu te rappelles de ce fameux événement-là, là, où ce que, certains disaient, bah là, Max avait pas d'affaires à l'intérieur, ça passe pas deux dans ce chicane-là. Puis là, finalement, il y avait eu justement de la chicane par rapport à ce dossier-là. Oui. Mais tout au long de la journée, je trouvais ça impressionnant. Je dis, on n'arrête pas de voir des voitures passer deux de large dans la chicane. Lorsqu'on se laisse de l'espace, autant pour la voiture à l'intérieur que la voiture à l'extérieur, eh ben, c'est faisable de le faire. Sautons dans le dossier que je disais depuis le début de l'épisode qui va retenir l'attention. Ben, c'est le dossier Orange Papaye parce que Lando Norris a terminé deuxième, Oscar Piastri troisième. Sauf que il y a eu de la manipulation pour qu'on arrive à conserver ce résultat-là. Il y a plusieurs façons de voir cette situation. Si on s'arrange du côté de Tom Stollard, qui est l'ingénieur de Oscar Piastri, ben lui a fait une référence en disant, ben en Hongrie, t'en rappelles, en 2024, on avait demandé à Lando de te redonner position. Ben là, on veut faire un peu la même chose. Avant d'arriver là, mise en situation pour les gens qui l'ont manqué, c'est que les McLaren, quand on dit qu'on est capable, hein, de ménager nos pneus, on a fait pratiquement quoi, 40 tours sur des gommes médium. Fait que déjà là, on le voit, l'avantage qu'on a de ménager les pneus. Sauf que c'est pas aussi significatif sur ce circuit-là qu'ailleurs. Mais on a quand même vu l'écart entre les autres, être capable de faire 40 tours sur nos médiums. C'est quand même déjà impressionnant. Lorsque Lando arrête au puits, ces fameux pistolets que les mécaniciens ont, on a une lumière verte qui dit que lorsqu'on a assez serré la roue et lorsqu'on a la lumière verte, on arrête de visser. Puis là, après ça, on enlève le gun. Puis là, après ça, ça permet à celui qui active la petite lumière, là, la petite lumière verte, pour dire au pilote de décoller. Ben là, on a vu le mécanicien a mis son pistolet, a pensé il avait suffisamment donné d'air pour être capable de visser la roue, mais finalement, cette lumière verte-là n'a jamais allumé ou elle a allumé, puis finalement, elle l'a induit en erreur. On n'a pas encore la réponse à ça. On va sûrement l'avoir dans le clan de McLaren. Tout ça pour dire, ça a fait confusion, ça a fait qu'on a eu une perte de temps, un arrêt au puits qui était beaucoup trop long. Et lorsque Lando est ressorti, ben, il est ressorti derrière Oscar Piastri. Et là, ça a causé problème parce que Lando était à l'avant. Lando avait eu un meilleur week-end que Piastri, avait été devant Oscar tout le long. Et là, on a jugé du côté de McLaren que c'est à cause de notre erreur qu'on venait de venir bousculer cette hiérarchie-là. Donc, on a demandé à Piastri, avec son interlocuteur, Tom Stollard, lui a dit, justement, où ce que j'en venais, Hongrie, on t'a demandé de changer la position, tu dois refaire la même chose, tu dois retourner la monnaie de sa pièce à Lando, là, c'est à lui, tu dois le laisser passer. Je sais que on s'est parlé, mais j'ai envie de te laisser la parole là-dessus. Tu n'étais vraiment pas content de la situation, comme plusieurs auditeurs du F1 podcast d'ailleurs.
Non, effectivement, Martin. Écoute, consigne d'écurie, oui, Papaya Roll, on laisse se battre. On laisse les pilotes se battre en piste. Bon. Euh, Moi, là où j'ai de la misère, Martin, c'est que c'est une erreur de l'écurie. Et là, c'est pas côté stratégique. C'est une erreur que les mécanos ont fait. Donc, c'est pas Lando Norris qui est responsable de ça, c'est ni Oscar Piastri. Donc, c'est vraiment une erreur des mécanos. Et là, il ressort derrière Piastri. Ce que j'ai de la misère, Martin, c'est que Piastri n'a rien demandé. Lui, il est là, il fait sa course. Et là, on lui dit, on rappelle la raison, comme tu as dit, en Hongrie 2024, la situation n'était pas du tout la même. Il n'y avait pas eu d'erreur, de ce que je me souvienne, entre dans les puits et tout. C'était purement stratégique. Et là, on, on vient dire à Piastri, voilà, peux-tu laisser passer Lando? Mais, mais là, on a vu Piastri tout de suite se dire, OK, mais pourquoi un arrêt au puits qui s'est raté? Ben, c'est un arrêt au puits qui s'est raté. Et là, je me suis dit, si ça avait été le contraire, est-ce que Lando Norris aurait cédé le passage à Oscar Piastri ou il se serait obstiné peut-être plus longtemps avant de le laisser peut-être passer quoi, dans le dernier tour. On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais là, ce que je veux dire, c'est que là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on dit qu'on va les laisser se battre, et j'ai toujours été pour ça de laisser les pilotes se battre. Mais là, j'ai vu, c'est ma perception, qu'il y avait un certain traitement de faveur envers Lando Norris pour lui dire, bon, ton coéquipier va te laisser passer, c'est notre erreur. Mais Oscar Piastri n'avait pas, et je maintiens le point que si ça avait été un Max Verstappen, un Michael Schumacher, un Ayrton Senna qui aurait été à la place de Oscar Piastri, jamais Lando Norris n'aurait passé. Jamais. Et c'est là où je trouve que le bas blesse, c'est que on sait de la position dans laquelle Norris est par rapport à Piastri au championnat. Là, l'écart s'est réduit à 31 points. Est-ce que McLaren veut tellement bien faire, tellement bien paraître dans la gestion des pilotes en se disant on les laisse se battre, on les laisse courir l'un contre l'autre et on veut qu'on aille jusqu'au final à Abu Dhabi pour se dire ah, on a eu une lutte formidable entre nos deux pilotes que le meilleur gagne, mais là, avec une situation comme ça, ça me titille un petit peu, je te dis. Ben, moi, aussitôt que Tom Stoddard a pris le micro, ben, aussitôt qu'on a vu la situation arriver, je me suis dit, ah, là, ça va être intéressant. Donc là, Hum, on va faire quelque chose. Puis je savais hum, qu'il allait arriver ça. Le message, quand Tom Stoddard prend le micro, plutôt, dit, tu te rappelles Hongrie 2020? Tout de suite, j'ai fait, non, non, c'est pas la même affaire, là. hum, Puis, tu sais, j'ai vu les auditeurs mentionner Hongrie. Je vais juste rappeler aux gens, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Hongrie hum, 2024. Ce qui est arrivé, c'est que on avait donné la meilleure stratégie à Lando Norris, malgré le fait que c'était Oscar Piastri devant lui. Donc, c'est pour hum, ça que cette fois-là, on avait fait une erreur. On avait voulu protéger Norris des Ferrari. C'était Charles Leclerc à cette époque-là qui était derrière Lando Norris. Et là, pour le protéger, pour pas qu'il se fasse rejoindre, on avait changé l'ordre d'arrêt à place de donner la meilleure stratégie à celui qui est devant, c'est ce qu'on fait d'habitude, on l'a donné à Lando. Donc, on a donné le premier arrêt à Lando Norris. Et lorsqu'il est ressorti, il a fait un meilleur temps. Il était sur les meilleurs pneus, la fameuse undercut, la carte d'en dessous. Finalement, revient il gagne du temps et par le temps qu'Oscar fait son arrêt et réintègre la piste, ben là, c'est Lando qui est rendu devant et c'est lui qui va remporter l'épreuve. Et là, on a fait comme non, normalement, Lando, on n'aurait pas donné, on a juste fait ça pour te protéger des Ferrari. Donc, consigne d'équipe pour protéger McLaren, assurer un doublé McLaren. On a changé cet ordre d'arrêt-là. Là, on veut que tu la redonnes à ce moment-là, moi, je trouvais que c'était compréhensible et c'était valable comme point de dire on priorise les McLaren, on priorise nos voitures et à ce moment-là, ben, on rechange la hiérarchie. Je trouvais quand même que, je vais être honnête à ce que j'avais dit dans le temps, là, je trouvais quand même qu'on avait eu peur de rien parce que je pense pas que Charles était nécessairement pour rejoindre Lando, mais du moins, je dis, on a eu peur d'avoir peur là, du côté de McLaren, mais on avait mal réagi. Puis finalement, on avait un peu arrangé tout ça à la bonne franquette, ça avait causé controverse à ce moment-là. Mais de dire que c'était la même situation aujourd'hui à Monza, ou plutôt hier pour les gens qui nous écoutent le lundi, mais moi, je trouve pas que c'est la même situation parce que là, c'est un fait de course. C'est quelque chose qui arrive. Donc, Max Verstappen a eu la même réaction dans sa voiture lorsque son ingénieur lui a expliqué la ouais. situation. Et puis Oscar avait pas mal la même version aussi de dire, ben là, c'est un mauvais aéropuits, ça, c'est des choses qui arrivent. Puis là,
j'ai entendu Lando Norris dire, ben c'est stupide de dire que ça va créer un précédent. Je m'excuse, Lando, ça va créer un précédent parce que la prochaine fois que Mhm. Oscar va être devant toi, puis il va avoir un mauvais aéropluie, ben là, puis il va ressortir derrière toi, ben on va dire, ben là, Lando, on s'est trompé, on a eu une erreur avec le pistolet, fait que tu dois le laisser passer. Tu fais bien de dire, lorsque ça va être au tour de Lando, est-ce qu'il va le faire? Si on arrive dans les derniers retranchements de la saison, au 14, puis on est à, je dis des chiffres comme ça, on est à 12 points de différence, on va-tu accepter de dire, ben là, Lando, c'est une erreur d'impui, donc tu dois donner ta position. On joue un jeu dangereux du côté de McLaren et ça fait Mhm. quelques semaines, voire quelques mois que les auditeurs m'entendent, que toi, tu m'entends, puis tu m'entends pas juste pendant un podcast parce qu'on s'en parle souvent Ouais. dehors. Comme quoi, moi, la règle orange papaye, elle commence à me taper sur le papaye pas à peu près, là. Parce qu'à un moment donné, là, on décide de dire, nous, on veut pas interférer dans le championnat, mais c'est tout le contraire. Vous interférez dans le championnat constamment en prenant ces décisions-là ou en prenant pas de décision. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes constamment interféré dans ce championnat-là. Puis je vais redire ma phrase que je dis souvent. Moi, si j'étais Oscar Piastri, je le dirais. Je dirais, écoute, les gars, ne venez pas me dire que je suis pas un gars d'équipe. Je vous ai donné, à l'aide de Lando, 300 points d'avance au championnat constructeur. Là, laissez-moi disputer mon championnat des pilotes. Je comprends que des fois, il y a des consignes d'équipe. On dit, ah, pense à l'équipe, pense à l'équipe. J'ai pensé à l'équipe. Vous avez 300 points d'avance. Vous allez l'avoir, votre championnat constructeur. Maintenant, c'est le temps de penser à mon championnat des pilotes. Laissez-moi faire ce que je veux faire. En bon québécois, sacrez-moi patience. Laissez-moi courir ma course. Si lui, vous avez raté son aéropluie, c'est pas mon problème à moi. En tout cas, Oscar, faut croire que c'est un meilleur gars que moi. C'est un gars plus gentil. Parce que moi, je ferais pas ça. Puis tu l'as nommé, il y a d'autres pilotes qui feraient pas la même affaire non Mhm. plus. Puis je vais être curieux d'en jaser avec nos autres collaborateurs, que ce soit François Goulet ou Jean-Christophe Trand, des pilotes, voir comment eux réagiraient à cette situation-là. Mais ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini de faire jaser. Puis, ben c'est ça, on va s'en garder un peu pour jeudi si t'es à l'aise avec ça, Ah oui, Kevin. oui, oui. Mais quand même, moi, je trouve que c'était pas la bonne décision à prendre de McLaren. On va créer un précédent. Mais je suis d'accord, Lando le méritait de finir devant Oscar Piastri. Il a été meilleur tout au long du week-end. Donc, c'est Mhm. pas un cadeau. C'est pas comme si Lando n'était pas dans le rythme, puis il a pas été bon, puis là, finalement, il demande de donner la position. Je comprends tout ça. Sauf que c'est un fait de course. C'est une erreur au Mhm. puits. Donc, de redonner la position, on joue un jeu dangereux. Je l'ai dit, puis je le redis encore, en prenant aucune décision, puis je veux dire, en disant qu'on les laisse courir, puis toutes ces belles phrases-là qu'on sort de McLaren, puis en voulant jouer politiquement correct, puis dire tout est beau, on va finir par se brûler. On va finir par justement prendre des décisions comme ça qui vont aller du mauvais côté, puis c'est ça, ça va causer problème. J'ai une question pour toi. Oui, Le podium, oui. Red Bull, deux McLaren. L'ordre, ben, c'est à discuter, là. Il y en a qui diront que ça n'aurait pas dû être cet ordre-là. Mais Ferrari, c'est quoi qu'on célébrait du côté de Ferrari? On avait l'air bien, bien content. On est à Monza. Ah, On est à Monza. oui. Tu finis quatrième puis sixième dans une saison où tu aurais dû être bien meilleur que ça. Puis à la fin, Mhm. je les vois se promener sur le circuit en formation victoire. Je comprends qu'on voulait peut-être saluer les partisans, là. Mais écoute, les sourires, puis tout, j'ai-tu manqué quelque chose? C'est quoi qu'on célèbre? Oh, écoute, il y a peut-être quelques petites bouteilles de limoncello à quelque part, mais, mais comme je te dirais, oui, quelques bouteilles de vin ici par là. Mais je pense qu'on a fait le plus qu'on pouvait. Leclerc a été assez agressif en début de course. Ça, c'est du Charles Leclerc que j'aime voir, très incisif. Vraiment, Ouais. il a tout tenté, il a tout donné. Il a tout donné, Charles Leclerc. Bon, malheureusement, pour lui, ben, il y avait trois voitures devant lui, trois voitures qui avaient un potentiel et nettement meilleur pour terminer sur le podium. Et Hamilton sixième, comme tu as mentionné, qui a fait une remontée. Euh, la célébration, même moi, j'ai un peu de mal à voir ça. Peut-être qu'on est là on a roulé en tandem pour faire plaisir aux tifosi. C'est probablement la seule chose que je vois. On a réussi à grappiller des points par rapport à Mercedes au championnat constructeur. Mhm. Mais à part de ça, moi aussi, je me demande, je me suis posé la même question que toi. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à célébrer du côté de Monza que j'ai pas idée. Donc, je donne ma langue au chat pour celle-là. Ben, ton explication est pas mauvaise, mais moi, j'ai pas, j'ai vu ça comme pour y aller en termes de football, j'ai vu, t'es en train de perdre 24-14, puis tu fais la formation victoire à la fin du match. C'est comme, C'est ça. pourquoi tu fais ça? En tout cas, j'ai pas compris.
J'ai pas compris pourquoi on a fait ça. Là. Pour ceux qui sont pas familiers avec la formation victoire, c'est quand le corps arrière met son genou à terre pour complètement laisser écouler les secondes en disant ben nous, on a gagné, on a fait notre travail ici. C'est un peu différent, là, mais là, je me dis, on se promène les deux voitures sur la piste, on se pavane les deux Ferrari, on laisse pas passer la Williams en arrière, je pense que c'est Mhm. Alex Albon, puis on prend les deux de l'arche, puis on se promène. Mais je comprends, on salue nos partisans, c'est une forme de respect puis tout ça. Sauf que si quelqu'un qui a pas écouté la course, qui ouvre son téléviseur puis voit ça, dit ah, Ferrari ont fait un doublé. En tout cas, moi, ça aurait été ma perception Mhm. de dire ah, ça a bien été en fin de semaine. Après ça, tu vois, il est quatrième puis sixième. Il y en a même pas une sur le podium puis on est en train de faire ça. Puis en tout cas, ben, les tifosi étaient contents. Faut croire qu'on s'attendait pas nécessairement à voir mieux du côté de Ferrari, mais ça m'a quand même dérangé un peu de voir ça. Mais belle performance de Charles Leclerc, tu as bien de le dire. Et oui, dans l'ensemble, on finit quand même devant Mercedes, mais on finit à quoi 30, 20 quelques secondes. Oui, on est plus proche de McLaren, mais on finit quoi 20 quelques secondes derrière le meneur. C'était pas, Ouais. en tout cas, c'était spécial. Le bleu. Comment t'as trouvé ça, Louis, qui dit, ben moi, mon rêve, c'est d'être à Monza en rouge, puis finalement, je suis en bleu. Tu trouves ça bizarre, toi, qu'on a décidé. Et je comprends que notre commanditaire, c'est HP, mais à un moment donné. Mhm. Ah, écoute, pour moi, le Ferrari, moi, je suis très, très classique dans mes choix et je te dirais que le bleu et Ferrari, ben, ça marche pas ensemble. Ça marche pas Donc, ensemble. pour moi, c'est un gros non. Mais ça, c'est direction marketing de Ferrari, ils vont s'occuper de ça avec l'agencement de couleurs. Mais moi, le bleu Ferrari, non. Le Ça fait bleu et drôle. Ferrari, ça marche pas ensemble. Ça fait drôle, c'est ça, de dire le bleu Ferrari. Mais je comprends que c'est du marketing parce que lorsque les chandails sortent au début de la saison, lorsque tous les uniformes sont publiés, ça prend quelques heures que, à peu près, d'après moi, le trois quarts des Italiens, ils l'ont déjà. Fait que lorsqu'on arrive à Mhm. Monza, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on va vendre? Fait qu'on fait toujours un nouveau chandail. Tu sais, l'année dernière, on était en noir carbone qui était de toute beauté, là. Mhm. Mais Mhm. le bleu, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu bizarre au cours du week-end. Mais ça, tu l'as dit, c'est du marketing et c'est de l'esthétique. Lorsqu'on regarde le reste du classement, ben George Russell, qui est ça vient un vieux routier, là, il nous habitue, on le disait autant dans les qualifications que dans les courses, va soutirer toujours le meilleur. Donc une belle performance encore de lui. On peut pas dire autant du côté de Mercedes dans l'ensemble. C'est les bons vieux problèmes qui reviennent constamment. Aussitôt qu'il fait chaud, ben on réussit pas à se faire justice. Faudrait un peu qu'on change nos techniques parce que il fait plus souvent chaud que froid en Formule 1. Donc les destinations là sont des destinations soleil normalement. Lorsqu'on arrive peut-être à Vegas vers la fin de la saison, on peut s'en sortir un peu là, mais à des grands prix où il fait froid, il y en a pas beaucoup. Donc on devrait commencer à construire notre voiture. J'imagine qu'on a déjà tourné énormément nos efforts vers 2026. C'est pour ça qu'on n'améliore plus vraiment la voiture du côté des flèches d'argent. Mais quand même, cinquième pour Russell, c'est une belle performance dans l'ensemble. Il nous habitue depuis le début de la saison à faire ça, ou même depuis le début de sa carrière. Même s'il fait des erreurs de temps en temps, question rythme, question performance, il est toujours au rendez-vous. Hamilton, on le dit, a remonté de la 10e position à cause de sa pénalité pour finir sixième. Je pense que dans l'ensemble, c'était une belle performance. C'était normal de voir une Ferrari qui part 10e, qui remonte les échelons, même s'il nous a habitués, c'est pas nécessairement chose faite avant même que ça commence, parce que il y a quelques semaines, il est parti 12e, ben fini 12e. Donc, j'aurais pas nécessairement mis beaucoup d'argent de dire, ah, il va remonter puis il va revenir. Sixième, s'est rapproché le plus possible de son coéquipier. Donc, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça correct. Un qui a très, très bien fait, c'est Alex Albon. Alex Albon, ça n'a pas Mhm. été facile en qualif, on le dit, pour les raisons, encore une fois, un problème qui ressemble à la Mercedes, la chaleur. Mais Albon a bien fait au cours du week-end, au cours de dimanche, a bien remonté le peloton pour finir septième. Encore vient marquer des points précieux pour l'écurie Williams. Et il montre encore que c'est lui le leader de cette écurie-là. Et donc, on en a discuté. C'était pas évident. Il y a d'autres candidats aussi, mais j'ai eu envie de lui donner le titre du pilote des cœurs. Il le gagne souvent, Alex Albon, mais je trouve que depuis le début de l'année, beaucoup le comptaient déjà pour battu à cause que Sainz s'en venait. On disait, ah, c'est pas Sargent, c'est pas Colapinto. Il va vraiment avoir un vrai coéquipier. Est-ce qu'on va voir le meilleur d'Albon? Mais moi, je trouve qu'il réussit à lever son jeu d'un niveau comme des cœurs le fait en construisant leurs belles escaliers qui aident des Québécois à atteindre l'autre niveau. Donc, Alex Albon est le pilote des cœurs du week-end Mhm. avec sa septième position. T'es d'accord avec ça? Oui, ben écoute, j'aurais pu mettre aussi Isaac Hadjar qui a fait une belle performance aussi après être En parti partant des des puits. puits, oui. Oui, donc bravo aussi à Hadjar, mais Albon, très bon choix. Et aussi en passant, Martin, Alex Albon, au classement des pilotes, est Septième. maintenant devant Kimi Antonelli.
C'est ça, parce que c'est pas juste septième en course, là. Il était rendu septième au classement des pilotes Ouais. aussi. Donc c'est ça, c'est un très très beau week-end dans l'ensemble pour Alex Albon. Ça n'a pas été facile samedi, mais c'est bien repris pendant la course. A fait des Mhm. dépassements aussi. À un certain moment aussi, ça a été un petit peu plus compliqué. Antonelli a eu une pénalité au dépens d'Albon. Moi, j'étais pas d'accord avec la pénalité. Je sais pas pour toi. Je sais que il a coupé le chemin, mais en même temps, il est pas, la voiture d'Albon n'est pas égale à la hauteur d'Antonelli. Il Mhm. doit s'ajuster. C'est pas un point de freinage, donc de changer Non, sa c'est ça. trajectoire. Je te dis pas que c'est propre, là. Je te dis pas que ça Mhm. va dans le livre de dire, ah, ça, c'est de la belle course. Sauf que, est-ce qu'il y a vraiment un règlement qui dit de pas faire ça, de couper le chemin à un autre? Moi, j'étais pas contre l'action d'Antonelli. Je sais pas comment toi tu l'as vu, par exemple. Ben, moi non plus, mais je me suis dit, là, c'est parce il y a des graviers. Si ça avait été une zone asphaltée, ça aurait peut-être probablement été autre Ouais, chose, là. mais ça devrait pas. C'est ça, c'est C'est ça. ça, Ouais. exactement. Mais étant la circonstance de l'action, même moi, j'ai trouvé ça quand même trouvé ça sévère, mais bon, on pourra pas changer, on pourra pas changer le cours de l'histoire, mais je suis d'accord avec toi là-dessus que j'ai pas nécessairement compris la pénalité offerte à Kimi Antonelli pour ça, qui termine 9e. Pour moi, il termine dans les points pour lui. Derrière Bortoleto. Bortoleto encore sublime, encore une belle performance. Oui, il partait plus haut, mais quand même. Réussi à grappiller des points encore une fois. Donc, super performance encore du jeune Brésilien. Donc, euh, il commence à montrer de quel bois il se chauffe. Et moi, sérieusement, Martin, je me suis dit, si Sauber avait pu produire une voiture plus performante, mettons comme elle est là, mais en début de saison, j'aimerais voir qu'est-ce que Bortoleto aurait pu faire parce que ça a été long un peu avant de décoller, là, mais vraiment, il m'impressionne de plus en plus et il pourrait être un sérieux candidat à la recrue de l'année. Ouais, il s'est acclimaté très, très vite. Tu sais, au début de la Ouais. saison, on peut dire, oui, on peut associer ça peut-être à les performances de la voiture, mais aussi, il y avait une période d'acclimatation. Mais là, vraiment, il est là, là. En tout cas, il continue de se développer à toutes les fins de semaine. Quelque chose qu'il va mettre probablement dans son livre et apprendre. Est-ce que tu as vu l'arrêt au puits? Où ce qu'il a arrêté beaucoup trop d'avance avant la ligne? Tu sais, on Ouais. voit les pilotes, hein, vraiment, c'est à la Mhm. dernière seconde qu'on pèse qu'on appuie sur les freins. Alonso, son gérant, son manager, lui, arrivait à toute vitesse derrière lui. Lui, il a vraiment été chercher le maximum, a démontré un peu à Bortoleto comment qu'on rentre au puits. Peut-être pas la façon la plus sécuritaire de la part de Fernando, mais du moins, c'est la façon pour maximiser ton temps. Bortoleto continue d'apprendre. C'est une belle position. Tu sais, on aurait pu lui donner une pilote des cœurs aussi, sauf que on s'en vient habitué de le voir là. Ça enlève pas rien à sa performance d'être là huitième dans une stack. Encore une fois, là, vraiment chapeau. Je suis content pour lui. C'est vraiment, vraiment, depuis le début de la saison, je me répète, mais j'avais peur qu'il puisse pas justement se faire justice. Puis des fois, on manque de patience en Formule 1, mais là, vraiment, il est là pour rester. Et j'espère qu'Audi va être capable de lui fournir une bonne voiture l'année prochaine pour qu'on puisse continuer là-dessus. Neuvième de la part de Kimi Antonelli, il a eu la pénalité de 5 secondes qu'il n'aurait pas dû avoir. Quand même, c'était un mauvais départ. Là. A été un peu pointé du doigt de la part de Toto Wolff aussi. Il a dit qu'il y a plusieurs facteurs en fin de semaine pourquoi ça a mal été. Voiture, stratégie, puis aussi, il faut que les pilotes fassent le travail. Mauvais départ, partie de reculons, quand même fini dans les points. On va prendre ça comme un accomplissement d'une certaine façon parce qu'il en a besoin, remonter sa confiance. Sauf que lorsque tu es dans une Mercedes, tu ne dois pas terminer derrière une stack Sauber, même si tu es une recrue. Normalement, tu devrais être capable de soutirer le meilleur de ta voiture, mais quand même, avec la pénalité, c'est sûr que ça n'a pas aidé au point final de tout ça. Adjar, dixième, tu le disais, méritait probablement le titre des cœurs aussi. Part de la ligne des puits, c'est pas évident de remonter. Il était sur le podium la semaine dernière. Ça veut pas dire qu'il doit être sur les podiums à toutes les semaines. On s'attend pas à ça de lui. Mais quand même, réussi d'être encore une fois dans les points du côté d'Adjar. C'est une belle performance. Carlos Sainz, ça en est une autre situation que j'ai trouvé bizarre. Termine onzième, vient voler la position de Lever Berman. Là, c'est écrit là, maintenant dans les règlements. Onzième, c'est Berman qui est supposé de finir là, là. Mais quand même, Sainz qui arrive prend cette position-là, la pénalité de 10 secondes qu'on a donnée à Oliver Berman, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je sais pas pour toi, là. Puis là, ce que ça fait, c'est que il va peut-être avoir une suspension parce qu'il est à 10 points déjà, Oliver Berman, sur son permis. Donc, s'il prend une autre infraction,
2 points minimum, il pourrait se voir suspendre avant la fin de la saison. Puis c'est pas un gars qui roule à l'avant du peloton, c'est un gars qui roule dans le trafic. Donc des pénalités, ça arrive très, très, très vite. Il a Mhm. besoin là, d'être agressif pour être capable de soutirer le meilleur de sa voiture, mais aussi aller chercher ces positions-là. Donc il est pas dans une bonne position. C'est jusqu'au 1er novembre. 1er novembre, il va avoir ses points, mais ça sera surveillé. Il est déjà à 10 points sur son permis. Mais moi, la pénalité, je lui aurais pas donné. Je pense qu'il avait le droit de conserver sa position à l'intérieur. Sainz s'est rabattu sur lui. Ça, j'ai trouvé ça étrange. Je sais pas de ton côté aussi, mais ça me donne encore une fois 2 en 2 semaines, beaucoup, beaucoup de décisions des commissaires qui sont très, très dures à suivre, là. Oui, c'est ça. Ben, écoute, Sainz était là aussi. Je pense même pratiquement un peu à l'avant de ce que je le voyais. L'essieu avant de Sainz était devant celle de Oliver Berman. Et ça, tu le fais bien de le mentionner, Martin. Les points de pénalité à Berman, tranquillement, pas vite, on dirait qu'on s'en rend peut-être moins compte parce que c'est pas un pilote de l'avant-scène. Hein. Oui. C'est pas un Verstappen, c'est pas un Piastri ou un Norris. C'est un pilote qui se bat parfois pour des fois sortir de la Q1, des fois il réussit à aller dans les points, etc., etc. Mais là, déjà 10 points, là, on se rappelle l'année passée, qui l'avait remplacé? C'était Kevin Magnussen. Oui. Magnussen qui a été banni d'une course. Et là, ben, ça se peut que ce soit Oliver Berman Mais qui se fasse. c'est pas le pilote, c'est la voiture qui donne ça. Ouais. Il a pris la C'est voiture à Magnussen, donc ça doit être à cause de la voiture. c'est ça. Et donc, on va espérer, en tout cas de tout cœur pour Berman, qu'il ne se fasse pas suspendre un Grand Prix. Sinon, si je ne me trompe pas, si jamais ça vient arriver, je pense que ce serait Ryo Hirakawa, pilote de réserve, Haas, qui pourrait prendre sa position. On ne souhaitera pas, on ne souhaitera pas de malheur. On va toucher du bois pour, pour Oliver Berman. Mais en toute somme, j'ai trouvé ça un petit peu, je trouve ça un petit peu exagéré. Je pense Ouais, que 10 secondes en plus, là. bon, là, les 2 points en plus de ça. Ouais. il- Mais tu sais, il- Kevin, ouais. 10 secondes, il a pas donné de coup de volant. Il a juste été où ce qu'il était. Oui, Tu sais, c'est ça qui est oui, oui. bizarre. Il était supposé se volatiliser parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de lui faire l'extérieur dans la chicane. Tout d'un coup, tu es supposé de sauter sur le... Tu sais, moi, je dis toujours, c'est la même théorie au hockey ou à NFL ou n'importe quoi. Lorsque tu donnes une pénalité à quelqu'un ou une suspension, tu dois être capable de lui expliquer ce qu'il aurait dû faire. C'est quoi la Mhm, bonne procédure? Dire, ah là, tu as fait ça, mais tu aurais dû. C'est quoi qu'il aurait dû faire? Dire, ah, dans ce temps-là, tu sautes sur les freins. Ben voyons donc, c'est anti-course. Et mhm, puis en plus, tu fais bien de le mentionner. Oui, Sainz avait positionné un peu plus le devant de sa voiture, sauf qu'il ne l'a pas dépassé complètement. Donc, ça ne vient pas son virage. Il doit tourner, mais il doit quand même concéder une place à mhm. l'intérieur à Berman. Les deux doivent être capables d'échanger ce virage-là. En tout cas, j'ai trouvé ça étrange qu'on donne une pénalité à Berman sur ce contact-là. Peut-être qu'on en devait une à Carlos Sainz parce que plus tôt dans l'épreuve, on a donné une réprimande à Carlos Sainz. As-tu déjà vu ça, toi, des réprimandes en pleine course? Pas de pénalité. Normalement, c'est pas de pénalité ou rien. Une réprimande, juste un avertissement. En tout cas, en pleine course. C'est rare, j'ai eu ça. Et juste comme ça, Martin, pour revenir à Ouais, Carlos Sainz, il a tenté l'extérieur sur Berman. Ça s'est résulté en une collision. Et qu'est-ce qu'il ouais, a fait la semaine dernière c'est ça. avec Liam Lawson? Encore à l'extérieur. Ça finit au contact. Carlos Sainz, c'est un bon pilote. Il y a personne qui va douter de ça. Mais parfois, il se met dans des situations assez, pas embarrassantes, mais il se met dans des positions qu'il ne devrait pas nécessairement se mettre, surtout avec l'expérience qu'il a. Mais il est sous Moi, pression présentement. Moi, présentement, là, j'ai l'impression qu'il est malheureux, puis il est sous pression parce que Albon fait bien, puis Mhm, lui, ça va pas super bien. Puis en plus, il doit se dire, ah, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas, tu sais, il est pas parti là de Ferrari parce qu'il voulait pas être là, là. Il mhm, est ouais, parti parce on lui a demandé de quitter. Parce qu'on ouais, l'a remplacé. Fait que c'est sûr que ça doit le fatiguer encore. Il est à Monza, probablement qu'il voulait bien faire devant on va dire ses anciens partisans, je pense qu'il l'aime encore, là. Mais je veux mhm, dire, tu sais, je pense qu'il y avait tout ça à le côté, mais tu as bien mentionné, la semaine d'avant, c'est lui qui est à l'extérieur, puis c'est lui qui prend la pénalité. Là, il est à l'extérieur, mais là, la pénalité va au gars qui est à l'intérieur. Encore là, on demande de la transparence puis de la constance, mais on l'a pas du côté de la FIA. Je finis le classement rapidement, Kevin, ouais, parce que le temps nous presse. Malheureusement, ben c'est un oui. gros week-end. Il fallait parler de tout ce qui s'est passé. Mais je le disais, Berman, 12e. Tsunoda, 13e, on va lui laisser une pause. Je vais être content qu'il ne nous reste pas grand temps parce que j'en aurais eu long à dire encore sur la Mhm, performance de Yuki. Lorsque tu vois ton coéquipier finir premier et toi, tu termines 13e derrière une Haas, des Williams, une Stack, une Racing Bulls, c'est pas l'idéal. Contact entre lui et Lawson. Lawson
14e a remis la position à Tsunoda à un certain moment. 15e pour Ocon qui a eu une pénalité en début d'épreuve aux dépens de Lance Stroll. Ensuite, Mhm. Pierre Gasly, c'était un week-end qu'on attendait absolument rien des Alpines, à part une Mhm. prolongation de contrat pour lui, fait qu'il pourra se consoler avec ça. Sécurité d'emploi jusqu'en 2028. Et 17e pour Franco Colapinto, qui nous habitue à être le dernier pilote en piste. Mais non, Lance Stroll a réussi à faire pire que lui en terminant 18e. Pas la meilleure stratégie du côté de Aston Martin, mais quand même, on s'attendait à rien d'eux. Alonso continue d'être frappé par la malchance. Pour les gens qui vont vouloir dire, ben, hey, Stroll fait mieux qu'Alonso cette année, faut quand même diriger nos yeux à la bonne place et regarder que Fernando Alonso a été frappé par l'éclair à plus d'une reprise. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de malchance du côté de l'Espagnol. Probablement une de ses saisons les plus malchanceuses en carrière pour un gars que ça fait 350 ans qu'il est en Formule 1. Donc, il faut quand même le faire d'être aussi malchanceux que ça cette année. Et plus malchanceux qu'Alonso, ben ça existe, mais c'est Nico Hülkenberg qui réussit même pas à prendre le départ à Monza. Ça me brisait le cœur pour lui, puis on le voyait qu'il devait être déçu. Hein. C'est comme, t'as la Ouais. chance d'aller jouer avec tes amis, on te laisse faire le tour de chauffe, puis là, juste avant que le départ fait, on dit non, non, Nico, toi, tu joueras pas avec tes amis aujourd'hui. Viens ranger la voiture au puits. On doit la protéger, puisqu'on a mis un nouveau groupe motopropulseur, comme bien des pilotes, bien des écuries d'ailleurs à Monza. Et c'est un problème hydraulique. On voulait pas prendre la chance de l'endommager. On a bien fait, c'est la bonne décision, la sage décision, mais Mhm. c'était triste pour lui. On n'a pas Ouais. pu participer à l'épreuve. En terminant, Kevin, mon cher Kevin Fontaine, auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, toujours disponible dans tout, pratiquement beaucoup de librairies au Québec, quasiment tous les librairies au Québec, en tout cas. S'il y a quoi que ce soit, vous voulez savoir où est-ce que c'est disponible, juste à communiquer avec la F1 Podcast, ça va nous faire plaisir de vous diriger. Il t'en reste aussi des copies aussi pour en vendre, mais je veux Mhm. savoir ton pilote du jour. Je pense qu'on a le même. Je pense qu'on a le même, puis je pense que c'est un pilote qui s'est attribué des records en fin de semaine. Je pense que c'est Max Verstappen. Ouais, moi j'ai la même chose que toi. Max Verstappen est mon pilote du jour. C'est pas évident. Lorsqu'on réussit à battre les McLaren cette saison, ben normalement c'est parce qu'on a fait quelque chose de bien. Et il le fait, Mhm. c'est toute une performance. Finir 20 secondes en plus devant eux, qu'on ait eu des améliorations, qu'on ait eu les bons réglages ou quoi que ce soit, faut quand même livrer la marchandise. Ça a été toute une performance, un sans faute de Max Verstappen. À part au départ, mais après ça il l'a récupéré comme un vrai champion, comme un quadruple champion. Il a récupéré cette petite erreur-là de main de maître et a réussi à sécuriser une belle victoire pour Red Bull qui va faire beaucoup de bien. Aussi à l'usine, à Laurent Mekies, mais Mhm. à un peu tout le monde dans l'entourage aussi, aux partisans Red Bull et compagnie. Donc, une belle performance. Ça a été mon pilote du jour aussi. En terminant, mon cher Kevin, je te souhaite une excellente semaine. Et avais-tu une statistique pour nous comme tu en as l'habitude? Eh bien, la statistique, Martin, c'est que j'ai lis juste à côté de moi, Lando Norris est maintenant à égalité avec Sergio Perez au nombre de podiums dans Wow. l'histoire de la Formule 1. C'est une stat pas qu'on se souviendra peut-être pas, mais c'est une stat qui m'a marqué. Donc, déjà au 26e rang de l'histoire à égalité avec Sergio Perez. Et pour Oscar Piastri, c'est ex aequo avec son compatriote Alan Jones, John Surtees et Sterling Moss, donc des noms de grande renommée pour le nombre de podiums Ben, du bonne côté semaine à d'Oscar toi. Piastri. Ben, Merci beaucoup. Bye bye. merci, bonne semaine à toi, Kevin. Bye. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 8 septembre. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram, et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche. Question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.